Bienvenue à cette masterclass Le Cognac, expression du terroir, du temps et des hommes. Donc à mes côtés, pour pouvoir illustrer cette diversité qui correspond aussi bien à la catégorie Cognac, Victoria pour la maison Augier. Ensuite, nous avons Aurélien qui nous parlera de la maison Camus. Et puis Géraldine pour la maison Landier. Voilà, et moi, je finirai avec Cognac Voyer, puisque malheureusement, il était tout seul sur son espace et il n'a pas pu se libérer. Donc j'essaierai de le représenter dignement. Alors, Cognac, c'est quoi? C'est d'abord un endroit particulier. On a pu voir un vignoble assez développé. Cognac, c'est un très gros vignoble. En fait, aujourd'hui, c'est le 4e vignoble français en superficie. Et pour obtenir du cognac, c'est forcément à base de raisin. Et ce raisin, eh bien, il va subir un traitement plus ou moins long. On va d'abord le récolter, c'est la récolte en ce moment, hein. Ensuite, on va le distiller 2 fois et ensuite le faire vieillir. Et ce vieillissement, il va obligatoirement se faire sous bois de chêne, mais des chênes qui pourront être soit neufs, soit ayant déjà contenu du cognac, soit ayant contenu des eaux-de-vie de vin ou du vin. On aura une expression d'ailleurs avec le Cognac Camus qui est sur un sherry casque finish. Pardon ? Tony Pordeau. Oh, pardon. Voilà. Mais ce sera, ouais, je pense que ça peut être sympa. Ouais, c'est peut-être pas mal. Donc le rôle du bois est important puisque en effet Cognac ne peut pas être commercialisé blanc comme on peut le trouver dans l'Armagnac. La blanche d'Armagnac est autorisée. Cognac n'a pas fait ce choix-là. Donc sur notre carte des crus, en fait, dans la zone globale Cognac qui a été définie en 1909, hein, c'est beaucoup d'histoire Cognac, on a déterminé à l'intérieur de cette carte en 1938 des crus en fonction de la nature des sous-sols. Dominance argilo-calcaire, et ce sera aussi une autre façon d'exprimer la diversité au travers des différents cognacs que vous allez déguster, puisque Augier, on sera sur l'île d'Oléron. Camus, ce sera sur un ensemble. Les fins bois de Landier, ce sera sur les fins bois forcément, et la Grande Champagne pour finir avec l'expression apportée par Voyer. Donc le terroir est très important parce que on va avoir des vins qui vont se comporter de façon différente si on est sur des sous-sols plus ou moins calcaires. En latin, campagna, crayeux, calcaire, champagne. Donc il n'y a pas un monopole de champagne dans le monde. Vous avez des sous-sols d'un sous-sol champenois, on va dire, hein, partout. Si vous assemblez la grande champagne et la petite champagne à cognac, vous allez trouver sur une bouteille une fine champagne. Ça ne veut pas dire qu'on a rajouté du vin qui pétille, parce que ça, je l'ai entendu une fois. À quel moment vous rajoutez ? Non, c'est 2 crus de la région de Cognac. Donc des sous-sols à dominance argilo-calcaire. Sur ce terroir, en fait, 4300 viticulteurs sont présents, 271 négociants, 112 distillateurs. En fait, Cognac, c'est une grande famille, avec à l'intérieur de cette famille des gens qui vont avoir des rôles différents. Des viticulteurs, 4300 qui détiennent 99% du vignoble. Seuls 300 d'entre eux font un peu de bouteilles et vont commercialiser moins de 1% des ventes aujourd'hui. Leur métier, c'est produire cette matière première, pour nous le vin, pour la plupart le distiller. Ce seront aussi des bouilleurs de cru. Donc, ils auront la possibilité, avec leurs propres alambics, de transformer ce vin en eau-de-vie. Certains font de la bouteille. Géraldine en est la preuve ici. On pourra l'exprimer tout à l'heure. Parallèlement, vous avez des négociants. 271 qui distribuent aujourd'hui 99% des ventes et qui détiennent 1% du vignoble. Donc ça veut dire que chacun a son rôle. Et ça, c'est un fait historique à Cognac. Les négociants sont arrivés assez rapidement. On va dire que les premières maisons de négoce ont été créées en 1640. Et beaucoup d'anglo-saxons sont arrivés. Hennessy, Martel étaient anglo-saxons. Et d'ailleurs, nos désignations de vente telles qu'on les connaît aujourd'hui, VS, Very Special, VSOP, Very Special Pale, sont anglo-saxonnes, parce que destinées à des marchés anglo-saxons au départ. Ça fait vraiment partie de notre histoire et notre patrimoine. Donc la chance de Cognac, en fait, c'est d'avoir trouvé un équilibre entre ces 2 familles qui avaient leurs compétences
agricoles, viticoles, compétences mercantiles. Beaucoup d'anglo-saxons et de gens du nord de l'Europe protestants maîtrisaient très très bien le commerce. Et c'est un peu l'assemblage de ces deux qualités qui ont permis d'élaborer ce produit. Aujourd'hui, 271 négociants, vous avez à peu près 4 maisons qui se partagent 85% des ventes. Des très grosses locomotives pour la catégorie cognac. Hennessy, Martel, Rémy Martin, Courvoisier. Hennessy a peut-être 2 à 3% de ses besoins en vigne. Donc s'il ne vendait uniquement que ce qu'il produit, ce serait compliqué. Même chose pour Martel, même chose pour Rémy Martin. Courvoisier n'a pas de vignoble. Une maison très réputée de la main n'a pas de vignoble, n'a pas d'alambic. Achète que des vieilles eaux de vie et continue à les faire vieillir. En fait, on va trouver autant de maisons de négoce que d'opérateurs. Chacun aura son style, aura son profil, aura son propre cahier des charges. Voilà. Ça, c'est vraiment important à comprendre pour illustrer un peu ce qu'est Cognac. Comme un champagne, souvent Cognac, c'est un produit d'assemblage. Contrairement à l'Armagnac, on va mettre beaucoup de millésimes en valeur. Nous, on va essayer de recréer les mêmes goûts. Et pour y arriver, on va assembler des années différentes et des crus différents. 2018 a été une excellente année pour la catégorie Cognac, puisqu'on a vendu l'équivalent de 204 millions de bouteilles. Alors, principalement à l'export. Cognac, c'est un produit français, dès son origine, fait par des étrangers pour des étrangers. Et aujourd'hui, on expédie 98% de nos ventes, avec un chiffre d'affaires assez conséquent de 3,2 milliards d'euros. Alors, c'est important de parler d'histoire, mais on va faire vite parce qu'on a d'autres choses à faire, c'est déguster. Mais sans les étrangers, il n'y aurait pas eu Cognac, on l'a dit. Les Hollandais ont été les premiers à distiller nos vins pour des raisons de conservation et surtout permettre un transport plus ou moins long et surtout de l'expédier après arriver chez eux, ailleurs encore sur d'autres marchés. Grande prospérité du cognac jusqu'à la fin du 19e siècle. Crise du phylloxéra qui détruit le vignoble. Et c'est là où, finalement, c'est l'âge d'or du cognac. En gros, c'est là où Napoléon III signe un traité de libre-échange avec l'Angleterre. Donc, on réouvre les ports, on ouvre les mers. Et Cognac est présent partout dans le monde. Malheureusement, le vignoble est détruit après 20 ans, puisque ce petit insecte a ravagé tous les vignobles français. Et pour le reconstituer, on a trouvé des porte-greffes américains, puisque cet insecte venait des États-Unis. Et les cépages américains étaient naturellement résistants. Donc aujourd'hui encore, tout notre vignoble est greffé, c'est-à-dire que la partie intérieure qui est en contact du sol est américaine, mais on a gardé les profils des cépages français. Donc historiquement, pour nous, c'était la folle blanche et le colombard, cépages qui ont mal vécu le greffage. Et aujourd'hui, on est principalement sur un cépage, c'est l'Uni blanc. L'Uni blanc qui est d'origine italienne, qui va nous donner un vin assez particulier. On va voir. Un excellent vin de distillation, c'est un vin qui va être acide et peu alcoolisé. Longtemps, j'ai entendu les gens nous dire « vous distillez vos vins parce qu'ils ne sont pas bons ». Non, distiller, c'est concentré. Donc si vous avez un défaut dans votre vin, vous allez forcément le démultiplier par la distillation. En revanche, nous, on ne va pas avoir la même attente face au vin. Acide, pourquoi ? Parce qu'on a interdiction de rajouter du soufre pour le stabiliser. Donc le seul moyen naturel de conserver ce vin, c'est l'acidité et des températures froide. Donc on peut distiller que du 1er octobre au 31 mars de l'année qui suit la récolte. Donc c'est un temps limité. C'est un volume limité, c'est une distillation limitée dans le temps. Bon, clairement, c'est aussi une méthode de distillation bien différente. Double distillation dite à repas, c'est dans du cuivre. 9 litres de vin pour faire 1 litre de cognac à 70%. Il est clair comme de l'eau. C'est plein de fruits, c'est plein de fleurs, c'est très très aromatique. Pour nous, l'objectif c'est de concentrer les arômes du vin. Et cette eau de vie blanche, eh bien, elle va séjourner plus ou moins longtemps dans des fûts de chêne. Fûts de chêne qui, on l'a vu tout à l'heure, peuvent avoir contenu d'autres vins, d'autres spiritueux, mais aussi d'autres cognacs. On ne laissera jamais une même eau de vie dans un même fût. On aurait un sirop de planche, c'est pas le but. On a plein d'arômes, l'objectif c'est de les mettre en valeur, c'est de les bonifier et chacun trouve sa place. On vous entendrez souvent parler de gros grains fins. Ça dépend principalement de l'arbre, comment il a poussé, le temps qu'il a été nécessaire pour lui d'arriver à maturité. Et puis des chauffes fortes, des chauffes légères. Je vous ai apporté... on peut peut-être les faire passer si vous voulez. Il y a 3 expressions de grain et de chauffe. Et là, l'intérêt, c'est que placée dans un grain fin sur une chauffe légère, cette même eau de vie placée dans un
dans un gros grain sur une chauffe forte. Et ben, on a vraiment quelque chose de très très différent quelques mois après. Donc le choix du bois est stratégique. Et chaque maison a son style. À Cognac, il existe 2 grands profils. Gros grain chauffe forte, c'est plutôt un profil NC Martel. Et à l'opposé, grain fin chauffe légère, on est plutôt sur un profil dit Martel. Voilà. Donc on peut jouer à l'infini quelque part hein, sur l'utilisation du bois et sur les toastages qu'on peut en faire. Pourquoi le bois? Parce qu'il est vivant. Donc cette évaporation naturelle qu'on qualifie chez nous de part des anges, c'est un lourd tribut, hein, puisqu'on perd tous les ans l'équivalent de 31 millions de bouteilles. Donc les anges chez nous, ils sont joyeux, ils chantent tout le temps. Mais sans cette évaporation, on n'aurait pas Cognac. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. Ça, c'est mieux. On va pouvoir enfin consommer et surtout déguster. Alors souvent, en France principalement, on a face à nous des publics d'amateurs de vin. Donc la première chose que je les vois faire, c'est ça et ça. On dit, oh, c'est fort. Bah oui, forcément, à 40% d'alcool, vous n'avez pas besoin d'agiter votre verre et vous n'avez pas besoin de mettre le nez au fond du verre. D'accord ? Et en bouche, vous allez voir, pareil, petite astuce, on a l'habitude de déguster les spiritueux comme les vins, c'est-à-dire de grumer. Pareil, vous allez libérer beaucoup d'alcool. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une toute petite goutte et vous allez le mâcher, bouche fermée, une dizaine de secondes. Et de cette manière, naturellement, avec votre salive, vous allez diluer l'alcool. Alors, ça picote un peu la langue, mais on n'a pas ce côté brûlant quand on l'avale. Voilà, c'est des petites astuces qui sont parfois bonnes à rappeler parce que malheureusement, on n'est pas forcément acculturé aux spiritueux, en tout cas pas assez. Je pense que c'est le moment de pouvoir... on a parlé dégustation, maintenant on va pouvoir l'illustrer avec le premier des verres, Cognac Ogier. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Victoria, je voulais vous présenter le cognac Ogier l'Océanique de la maison Ogier. Ogier, c'est aussi la plus ancienne maison de cognac, elle a été établie en 1643. Elle est basée, pour ceux qui connaissent, à Archiac, c'est à 25 km au sud de Cognac. C'est une maison qui a toujours voulu garder une production locale et limitée. L'objectif, c'était d'avoir la plus belle qualité possible et de pouvoir avoir les eaux de vie les plus traçables, les plus tracées. C'est une maison qui, aujourd'hui, propose des cognacs qu'elle veut singuliers. Elle s'est mise peut-être un petit peu en rupture avec la catégorie en n'utilisant pas les codes d'appellation classiques, VS, VSOP, XO. Et ça, l'objectif, c'était de se donner la liberté d'aller travailler des cépages et des crus peut-être plus oubliés et de créer des cognacs singuliers. Donc à chaque fois, un cognac Ogier, c'est monocépage, monocru et une méthode de distillation adaptée. La maison Ogier distille elle-même tous ses cognacs. Il y a 3 grands piliers dans la distillation Ogier. L'objectif à chaque fois, c'est de sublimer le plus possible le profil organoleptique que le maître distillateur a voulu donner. Donc c'est une distillation au juste degré alcoolique, donc c'est 0,1%, 0,1 degré près. Tout est filtré à ambiant. Et après, la distillation est faite aussi, est adaptée en fonction des crus et des cépages choisis. Ici, avec l'océanique, que je vous propose de déguster dans un premier temps. Et c'est bien de le déguster en premier parce que vous allez voir qu'il est particulièrement léger, minéral et même iodé. Donc, il ressemble peut-être un petit peu moins aux autres cognacs que vous avez pu goûter. Et ça, c'est dû surtout à son cru. Le cru, c'est bois ordinaire de l'île de Léron. Si vous vous souvenez de la carte qu'a montré David, c'est peut-être le cru le plus excentré du cognacé. C'est peut-être le moins renommé d'ailleurs. Mais là, l'objectif, c'était de le travailler pour aller chercher les notes naturelles iodées, minérales, qu'on retrouve dans le cognac, parce que tout simplement, les baies de raisin vont se charger naturellement des embruns. Elles poussent au bord de l'eau. Et voilà, c'est ça qu'on va aller rechercher derrière à la dégustation. On peut le sentir grâce à une méthode de distillation adaptée.
en fait, on soutire quantité de lit et on distille sur vin clair pour pouvoir avoir la légèreté suffisante pour pouvoir les sentir. Il est donc le cépage, c'est Uni Blanc, le cépage emblématique du Cognacé, comme le disait David, et il est à 40,1 degrés. Que vous dire? Oui, donc voilà, sa grande particularité, c'est sa minéralité, c'est notes iodées. Merci Victoria. En fait, oui, quand on parle méthode de distillation, on peut distiller les vins sur lit ou sans lit. Et chacun, là aussi, aura sa méthode. La lie, c'est la pulpe morte pendant la fermentation, qui est un sédiment un peu solide, qui est très riche en arômes, qui a beaucoup d'acides gras à l'intérieur de ça. Et c'est un élément qui va être très intéressant pour des eaux de vie qu'on va destiner à un long vieillissement, parce que ça va permettre d'avoir de la structure de la matière. En revanche, sur des eaux de vie où on a énormément de fruits, on a énormément de fraîcheur, distillé sans lit, on va mettre en valeur cette fraîcheur et on va permettre un assemblage souvent beaucoup plus précoce. Alors, quelles sont vos perceptions par rapport à ce cognac augier océanique? Est-ce que vous avez senti un peu ces notes, on va dire iodées? Ça parle un peu. Très belle passerelle entre le whisky pour Macallan, tous ceux qui étaient là avant. En fait, on a autant de diversité à cognac que dans le whisky, mais malheureusement, on l'a jamais exprimé, ou en tout cas dit assez fortement. Et c'était aussi le choix fait par la Maison Augier aujourd'hui pour pouvoir l'exprimer avec ce cognac océanique. Dites-vous que sur la carte des crus, pour reprendre un peu des choses un peu théoriques, mais dites-vous que vous avez 85% de la production annuelle d'eau de vie qui va être faite sur ces 4 premiers crus. Parce que c'est là où les terroirs vont être les plus adaptés, c'est là où on a un gros taux de viticolité. Et culturellement, en fait, c'est là où la plupart des opérateurs vont produire, ont la vigne et donc vont produire les raisins. Et en effet, plus on va être proche des côtes, plus le sable est présent, moins les sous-sols sont adaptés à la production de vin. On peut faire des choses assez atypiques. Je sais que Camus à l'île de Ré, pareil. Fine Island, l'île de Ré, c'est pareil, une passerelle intéressante. Mais c'est pas forcément dans la culture même cognacaise. Donc c'est aussi bien de bousculer un peu les habitudes. J'en profite pour passer la main à Aurélien, puisque la transition est toute trouvée. Merci, moi je bouscule les verres aussi, désolé. Donc moi je m'appelle Aurélien, je suis directeur commercial de la Maison Camus pour le marché français depuis 2 ans. Je vais vous donner quelques mots sur la Maison Camus et puis on va rapidement passer sur la dégustation de ce produit-là. La Maison Camus, c'est une boîte familiale qui appartient toujours à Cyril Camus, donc, qui est la 5e génération. Vous avez vu tout à l'heure sur la presse de David les 4 gros, donc Hennessy, Martel, Rémy, Courvoisier. Donc nous on est le 5e. Donc on a encore la chance d'avoir 180 hectares de vignes dans le cru des Borderies, qui est le plus petit cru de l'AOC Cognac. Donc on fait nos produits, on a nos vignes. On travaille aussi avec un peu plus de 200 partenaires viticulteurs qui nous livrent ou le vin ou, comme l'a dit David, des produits qu'on appelle en compte zéro, donc distillés et prêts à être vieillis et sublimés. On a différentes gammes. On a des gammes monocrues. On a parlé tout à l'heure de l'île de Ré, on a parlé de Borderie. Donc on a un stand là-bas à l'entrée. Si vous venez venir déguster ces produits-là, ils sont à la dégustation là-bas. Et on a un autre parti pris qui est le produit qu'on va déguster aujourd'hui, qui est le Port Kex Finish. Donc c'est un cognac d'assemblage. Donc là, on a différents crus qui ont été utilisés. Et on a un second vieillissement qui est fait en ex-fût de Porto. Donc il y a 2 raisons à ça. L'idée, c'est que dans la distillation qu'on fait chez Camus, on distille systématiquement sur lit, parce qu'il y a une concentration d'arômes qui est hyper intéressante. Et on a aussi une sélection des têtes. Alors, sans rentrer dans le jargon, mais en gros, quand vous distillez, il y a les premiers litres qui apparaissent sont très concentrés en arômes et parfois, du coup, un petit peu déstabilisants pour l'eau de vie. Nous, on sélectionne les 20 premiers litres, litre par litre, et on va garder les 4-5 litres les plus aromatiques pour les remettre dans notre assemblage final. Ça, c'est une vraie volonté de la maison. Donc il y a ça, et il y a aussi cette volonté après de casser un peu les codes du cognac, pour aller chercher des consommateurs de rhum, de whisky, leur mettre le nez dans le cognac et leur faire comprendre que le cognac, c'est surtout pas ce qu'on peut imaginer, c'est pas un alcool qui pique, c'est pas un alcool qui est mal fait, c'est pas un alcool qui brûle, c'est souvent très rond, vous l'avez vu sur l'Océanique, c'est super agréable à boire. Là, ça va être la même chose sur le Camus. On va aller chercher le fruit, on va aller chercher la structure, un peu de tanin avec le finish en fût de Porto. Et ce sera la même chose pour le Borderie ou pour l'île de Ré. Un cognac, quand c'est bien travaillé, c'est rond, c'est équilibré, c'est hyper agréable. Et je vous propose de mettre le nez et la bouche dedans. Voilà.
est sur des palettes aromatiques qui sont très différentes du premier. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, on parlait tout à l'heure de l'univers du whisky. Moi, avant de travailler pour Cognac, j'ai travaillé de longues années dans le whisky, et les gens pensent que les whiskies sont très différents parce que la région est très différente, et en fait, c'est le monde entier. Là où c'est Cognac, elle est grande comme elle est là, mais vous avez des terroirs qui sont tellement différents. Entre un borderie, entre un océanique, entre un port cask finish, vous pouvez voyager à Cognac, et ça, faut pas hésiter à aller voir les maisons, voir les monocrus, voir comment ça bosse, voir comment ça se distille, comment c'est vieilli, parce que vous avez un champ des possibles qui est juste monstrueux. Donc voilà, si vous croisez beaucoup de consommateurs de whisky, dites-leur que le cognac, c'est vachement bien. Merci Aurélien. On a une sucrosité en bouche qui est assez étonnante par rapport au premier qu'on a pu avoir. Et surtout, on a une bouche très épicée. On a un côté, ça stimule un peu la langue, le côté un peu gingembre. On est sur un produit forcément bon parce que c'est cognac, mais bon, voilà, c'est tout. Pareil, là encore, on est chauvin, mais ça, on ne va pas se refaire. 204 millions de bouteilles, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Dites-vous qu'à l'échelle de l'univers des spiritueux, cognac, c'est 0,7% des ventes. Donc c'est une goutte d'eau à l'échelle de la planète. Dites-vous aussi une chose, c'est que cognac, ça coûte 10 fois plus cher à faire qu'un whisky, et ça va coûter 15 fois plus cher à faire qu'une vodka. C'est des éléments qui sont importants aussi à comprendre. Quand souvent on vous dit un cognac c'est cher, oui, mais cher par rapport à quoi ? Il faut imaginer le temps, la matière première. Il y a un homme derrière chaque étape. C'est des choses qu'on a tendance à oublier. Mais soyons fiers de nos produits. Ça fait accessoirement vivre 60 000 personnes. C'est pas délocalisable, ça aussi, c'est important de le mettre en valeur. Un élément dont on n'a pas parlé, et ça me permettra de faire la transition avec Géraldine, le temps. Une matière première chez nous, c'est le temps. Plus on est patient, moins il va en rester, moins ce sera alcooleux, et plus on va aller ouvrir la palette aromatique. Et je vous propose de voyager dans le temps avec cet XO préparé par Géraldine. Merci David. 43. 43 pour le porte-cache finish 43. On voit bien la puissance en effet. Alors, oui, vas-y. On ne peut pas commercialiser un cognac à moins de 40, ça c'est la loi. En revanche, parfois, donc ça veut dire qu'on va faire des réductions, on va ajouter de l'eau distillée déminéralisée pour progressivement le ramener à 40. Mais à 2 ou 3 degrés près, on peut avoir une expression aromatique qui est vraiment beaucoup plus intéressante. Et ça, c'est vraiment le travail du maître de chai qui, à la réduction, va déterminer l'endroit où il va arrêter le seuil. Et parfois, là notamment sur ce casque finish, on a un bel équilibre, mais je pense que s'il avait été fait à 40, on n'aurait pas ce même équilibre. Vous le connaissez tous dans le whisky. Merci David pour ces précisions. Donc là, on va changer un tout petit peu, ça va compléter un petit peu ce que disait David sur la diversité. On va changer déjà de cru. On est sur un cognac monocru d'une petite maison familiale, puisque nous, on est producteurs depuis 1890. Moi, je suis la 5e génération. Et pour revenir sur la notion de temps, moi, aujourd'hui, je travaille avec les eaux de vie de mon père, de mon grand-père et voire de mes arrière-grands-parents. Donc en fait, un producteur, un viticulteur ou un bouilleur de cru, parce qu'on est bouilleur de cru, on travaille pour sa descendance. On ne verra probablement pas les produits dans les bouteilles, ça sera nos petits-enfants, et voilà. Et s'ils veulent bien le faire. Voilà. Donc il y a cette notion de temps, de génération, de transmission qui est essentielle. On est dans un métier qui est basé sur l'empirisme. Il n'y a pas vraiment on n'apprend pas ça dans les bouquins. On peut, mais bon, quand même. Il y a un moment donné, il nous faut les anciens. Il faut qu'on échange avec eux. Et typiquement, malheureusement, il est décédé, mais il y a encore 1 an, j'allais voir mon grand-père pour lui parler d'une barrique qu'il avait lui-même vendangée, qu'il avait distillée, pour savoir ce qui s'était passé à cette époque-là, pour mieux comprendre le produit.
Donc on peut avoir ces échanges-là qui sont fondamentaux. Et donc là, le cognac que je vous présente, c'est vraiment l'illustration de ça, puisque c'est un assemblage XO, donc on est sur des eaux de vie qui devraient avoir minimum 10 ans, hein, ça c'est la réglementation. Et pour nous, le minimum dans l'assemblage à 15 ans, et on va l'assembler avec plusieurs années. Hein, on va créer une recette, en gros, et on va aller... Les plus vieilles eaux de vie sont de 71. Donc on a une amplitude au niveau des années d'environ presque 50 ans. Hein, on a plus de 45 ans, en tout cas. Donc, et vous allez voir qu'on crée comme ça de la profondeur, des dimensions aussi. Le cognac, quand on le déguste, il faut prendre son temps, c'est important, surtout sur les vieux, il faut que ça s'ouvre, hein, il faut que ça s'aère un petit peu. Et vous allez découvrir toute une palette aromatique qui va évoluer aussi dans le temps. C'est le genre de cognac, plus ils sont vieux, on peut les goûter pendant 2 heures sans aucun problème, poser le verre et revenir dessus, le produit aura encore évolué. Ça, c'est très important de bien le saisir. Tout est fait très artisanalement. De la distillation, ça aussi c'est un point qu'il faut avoir en tête. La production de cognac, c'est sûrement la production la plus, alors c'est le mot à la mode du moment, mais craft du monde du spiritueux. Avec l'Armagnac, je pense qu'on se ressemble un peu là-dessus. De la vigne à la distillation, autant dans le whisky, vous avez des machines qui contrôlent les alambics. Nous, on a quand même un petit peu d'ordinateur, mais il y a encore à chaque fois un distillateur au pied de l'alambic qui fait toutes ses coupes et qui regarde bien s'il maintient sa qualité. Ça n'existe pas dans le whisky. Hein. Dans le whisky, c'est un ordinateur qui coupe les eaux de vie. Non, mais c'est vrai. Et les échelles d'alambic ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, un alambic à cognac, les plus gros font 25 hectos. Quand dans le whisky, on est à des échelles bien plus supérieures. Et c'est pour ça qu'on a ce tissu qui est important de viticulteurs bouilleurs de cru, qui est fondamental. Et c'est ce qui fait la richesse. Chaque bouilleur de cru a une patte. Chaque alambic, on a 4 alambics à la maison, il n'y a pas un alambic qui sort exactement la même eau de vie. Ils travaillent tous en même temps, ils sont tous de tailles différentes. On a des vieux alambics des années 60 qui fonctionnent encore très bien. On en a des nouveaux, des nouvelles générations. Il n'y en a pas un qui fonctionne exactement de la même façon. Donc c'est vraiment un travail d'orfèvre. Et je pense que après il faut venir nous voir, il faut venir nous visiter, c'est encore mieux. Surtout pendant la période de distillation, parce que chacun a sa technique. Nous, on distille. Alors, on est des fins bois. On est sur un terroir argilo-calcaire, un terroir assez spécifique, qui n'est pas forcément qui est un peu particulier dans l'ensemble des fins bois, et qui a la chance de donner des eaux de vie très fruitées, très sur le raisin quand elles sont jeunes, très florales. Et nous, on distille sur lit. Ça, c'est pas forcément commun dans tous les fins bois. Nous, on a toujours distillé sur lit parce que on distille aussi pour la maison NC. Et on a historiquement cet accord où on fait une distillation sur lit, où on charge un petit peu en lit pour donner du gras et pour donner de l'aromatique. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de faire vieillir. Et David était étonné parce que je lui ai dit que j'avais un 71 un fin bois. Il m'a dit, ça c'est rare, un 71 un fin bois. Je dis, mais chez nous, on en a, et j'en ai des plus vieilles que ça. Et toujours en barrique. Et on est un peu une curiosité, mais parce qu'on connaît notre terroir et parce qu'on a cette transmission et parce qu'on a l'empirisme en fait. Hein. On connaît, on sait faire et on est capable d'aller chercher des choses dans les eaux de vie que peut-être si les anciens n'avaient pas fait peut-être d'erreurs ou s'étaient pas pris des risques, on n'aurait pas fait. Mais il nous faut l'histoire. Si on n'a pas l'histoire, c'est différent. Donc voilà. Alors, par rapport à la dégustation, je ne sais pas si vous avez commencé à goûter, je parle beaucoup, mais normalement, vous avez... Alors, nous, ce qu'on a essayé de chercher là-dedans, donc retrouver le fruité, toujours, ces notes de raisin, qui sont vraiment propres au terroir, retrouver des notes de violette. Ça, c'est une note qu'on retrouve beaucoup dans les cognacs, borderie notamment. Hein. On va retrouver des notes exotiques. Alors ça, c'est un tout petit peu plus rare. Mais
on a réussi, notamment c'est le 71 qui nous donne ça. On a une eau de vie qui a évolué et qui est partie sur des notes exotiques, ce qui donne beaucoup plus de fraîcheur et une tension aussi au produit. Un petit peu de rancio, mais pas trop, et voilà. Après, je ne sais pas si vous connaissez le rancio, ça c'est aussi une spécificité cognacaise. Donc c'est un arôme qui va apporter ces notes un peu de sous-bois, de choses comme ça, champignons et tout ça. Prenez le XO Gerline, mettez une toute petite goutte dans votre main. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va évacuer l'alcool et on va garder que les arômes. Je vous montre. Lavez-vous les mains avec le cognac, c'est très important. Moi, je reçois beaucoup d'élèves sommeliers et barman à Cognac, donc des jeunes qui n'ont pas forcément la culture de la dégustation. Et généralement, quand on parle dégustation arôme, ils me regardent tous avec des yeux et disent « Mais qu'est-ce qu'il a fumé ?» Parce que moi, je vois rien. Ça se travaille, c'est un métier, ça se travaille. Et plus on va sentir, plus on aura de repères. Et là, l'intérêt en faisant comme ça, c'est qu'on évacue l'alcool. On va être sur la figue séchée, on va être sur le raisin de Corinthe, on est sur des sous-bois d'automne. C'est un peu ce côté oxydatif. L'expression du rancio charentais, c'est cette note un peu d'oxydation. En fait, moins d'alcool et plus sur des fruits très confits, sur le côté très gourmand. Voilà. Souvent, ils sont là, ah oui, enfin, j'ai compris. Voilà, c'est une petite astuce. Ben voilà. Moi, j'aime bien cette. Oui, il faut qu'on accélère, on est bavard. Moi, j'aime bien parce que généralement, on dit les plus vieilles eaux de vie, c'est grande champagne, petite champagne. Ben voilà. Là, vous avez une expression d'un fin bois. Qui a beaucoup d'âge et qui donne des choses superbes. Donc moi, j'aime pas mettre les choses dans des cases. Et pour moi, Cognac est inclassable. En gros, ça va vraiment dépendre de la personne qui va faire l'assemblage. Ça va dépendre de la personne qui va... c'est sa sensibilité, en fait, hein, qui va s'exprimer. Pour finir, même veine, puisque là on est sur un cognac extra. Alors extra, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 ans minimum pour l'eau de vie la plus vieille dans l'assemblage. Là, on a voyagé géographiquement en Grande-Champagne, chez un viticulteur qui est présent. Vous pourrez aller le soleil et aussi goûter la gamme de tous les gens qui sont là. Soyez curieux, profitez-en. Ici, c'est une très vieille eau de vie qui a, je dirais, bien plus des 10 ans légaux. Et c'est une autre expression avec des terroirs qui vont être encore différents. Je vous invite à mettre le nez dedans. Et je suppose que le rancio sera encore un peu plus prononcé que ce qu'on a vu jusque-là. Est-ce qu'on pourrait les avoir, nous, les verres, ou pas? Non. On va chercher des verres, peut-être, pour goûter? Ils sont prêts? Parce que c'est bien d'en parler, mais enfin, c'est quand même mieux de goûter, quoi. Hop. Tiens, regarde. Merci. Merci. Hop. Comment? Oui. Donc là, forcément, le nez est complètement différent. On va être sur une note assez florale. On revient sur des fruits. C'est beaucoup de gourmandise, en fait. On n'a pas cette impression d'alcool, puisque naturellement on est arrivé à 40. Et il faut imaginer que les alcools les plus volatiles, c'est ceux qui vont s'évaporer les plus rapidement. Donc sur un cognac jeune, parfois on peut avoir ces notes alcooleuses parce qu'on a dilué l'alcool. Mais là, naturellement, ces alcools se sont évaporés et on n'a gardé que la quintessence. Voilà. Merci de votre attention. On va être obligé de conclure. Merci à tous les intervenants pour leur participation. Merci.